Chers membres et parents, mesdames et messieurs, mon nom est Joseph Coury, je suis le président de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour partager ensemble la première émission de télévision, cette émission spéciale pour annoncer le lancement de la programmation de Téléhandicap. Je tiens tout d'abord à vous remercier de votre engagement, de votre implication, de l'exemplarité de vos actions et des enseignements que vous nous donnez chaque jour pour faire tomber les murs qui séparent trop souvent les personnes handicapées des valides. Notre mission, c'est donner à tous et à toutes la possibilité d'apprendre, de se divertir, de travailler, de vivre tout simplement avec la dignité. Chers animateurs, chères animatrices, je voudrais vous dire combien je suis touché et ému d'avoir cette possibilité unique de lancer la première émission spéciale de Téléhandicap. Et vous remercier chaleureusement de votre fidélité et de votre générosité qui caractérise votre engagement dans cette diversité inclusive. Vous êtes certainement de ceux et celles qui peuvent comprendre l'importance et le véritable sens au droit et à la dignité. Et peut-être, sans le savoir, vous êtes présents aujourd'hui à titre d'animatrice et d'animateur dans cette première édition de Téléhandicap pour témoigner de la création, pour transmettre de l'affection, pour protéger les droits et la dignité des personnes handicapées et finalement pour sensibiliser les autorités et le public et donner du courage aux familles parce qu'il en faut pour vivre. Les personnes handicapées doivent toujours surmonter des obstacles. Nous devons redoubler d'efforts afin de tenir compte du fait que les personnes handicapées devraient participer pleinement à la vie de la société. Notre société en sortira sans aucun doute grandie et plus démocratique, parce que nous sommes tous des êtres humains semblables. Sans plus tarder, il me fait plaisir d'ouvrir le débat en souhaitant la bienvenue à Madame Chantal Gagnon, une personne exceptionnelle, engagée dans les causes humanitaires à titre d'aidante naturelle. Madame Gagnon, bonjour. Il n'y a pas de son. Est-ce que vous m'entendez? Madame Gagnon, bonjour. Désolée, bonjour, ça va bien, Monsieur Coury? Comment allez-vous? Mais ça va très bien, et vous? Mais moi, ça va très bien en vous écoutant tout à l'heure de ce que vous aurez à nous dire. Oui, écoutez, je suis vraiment honorée de faire partie de ce beau panel d'invités et honorée aussi d'avoir la possibilité d'animer une émission pour Téléhandicap. Alors, merci beaucoup, j'en suis fort honorée. Votre expérience, Madame Gagnon, à titre de communicatrice en titre, on n'a plus besoin de parler de ce que vous êtes capable de nous montrer. Voulez-vous nous parler un petit peu de ce parcours, de dire depuis combien de temps, j'en suis pas sûr de le dire. Parlez-nous un petit peu de ce que vous avez fait dans votre vie pour atteindre cet objectif.
Ben écoutez, toute petite déjà, j'avais une maman qui était malade, qui n'allait pas très bien. Et j'ai appris avec le temps à développer cet humanisme, cette entraide. Parce que la maladie, c'est pas juste négatif, ça peut être positif aussi. Alors, la maladie de ma mère, tout au fil de sa vie, m'a amené un certain humanisme et m'a fait aussi découvrir vers ma trentaine le rôle de proche aidante. Alors, j'ai été proche aidante pour ma mère pendant 14 ans. J'ai défendu ses droits. Elle a vécu de l'ostracisme. Elle n'est pas morte dans la dignité, mais plutôt dans l'indignité absolue. Alors, j'ai été proche aidante et mon parcours m'a amené aussi à être une militante dans l'âme pour défendre les droits des aînés et des personnes vulnérables. Alors, voilà, de façon concise, ce qu'est mon parcours. C'est excellent. Et on sait très bien votre engagement dans votre vie sociétale et surtout à titre d'aidante naturelle. Bien Exactement. sûr. Oui, Oui, allez-y, allez-y. allez-y, M. Coury, allez-y. Donc, voulez-vous nous parler un petit peu de la réalité de ces personnes qu'on appelle les aidants naturels? Surtout actuellement, il y a eu un projet de loi qui mijote dans les tiroirs du gouvernement à l'égard des personnes aidants naturels. Quel sentiment vous vivez quand vous vous trouvez devant une personne malade ou handicapée pour lui donner un coup de main? Je me sens quelquefois en tant que proche aidante, mais bon, ma défunte mère, j'ai jadis proche aidante, je me sentais souvent oubliée par le réseau de la santé. Je me sentais tassée. Je sentais que j'avais pas le droit de parole parce que quand tu as un parent malade et que ce parent-là que le réseau de la santé le prend en main, c'est comme si tu leur donnais ton parent. C'est comme si tu n'avais plus aucun droit sur eux. Alors, en tant que proche aidante, je me sentais oubliée, je me sentais tassée dans un coin et je sentais que je n'avais pas un droit de parole. Alors, c'est pour ça que je suis dans mon camp, je suis devenue militante dans l'âme parce que je me disais, mais ça ne se peut pas que ce soit ma mère et que je ne puisse pas l'aider comme je voudrais. Alors, c'est comme si tu n'avais plus aucune mainmise sur ton parent et tu ne peux plus l'aider. Et tu deviens démuni dans l'âme parce que tout ce que tu veux, c'est d'apporter de l'aide, proche, aidant, ça le dit, hein, aidant dans l'âme. Alors, tu ne peux plus apporter aucune aide à la minute où ton parent fait partie du réseau de la santé. Et je me sentais, M. Coury, démunie. Je me sentais ostracisée dans mes droits en tant que proche aidante. Et ce que je trouve dommage, malgré toutes les lois que le gouvernement met en place, je trouve qu'il n'y a jamais rien qui se fait. Il n'y a jamais tout meurt dans l'œuf. Il n'y a rien qui voit le jour vraiment. Le vouloir est là, mais je trouve que la porte d'entrée est souvent fermée. C'est très, très, très important. Je vais aller toujours en deuxième. Écoutez, c'est un sujet extrêmement important de nos jours. Et prévoyez-vous organiser des débats lors de vos émissions pour éclaircir la situation? D'une part, pour sensibiliser les autorités à l'égard de cette situation et surtout aussi pour sensibiliser la population, monsieur, madame, tout le monde, à ce qui se passe actuellement. Quelle sorte de débat, quelle forme de débat? Est-ce que c'est automatiquement, connaissant votre façon d'agir, ça serait un débat constructif? Et c'est quelque chose qui tient à cœur pour vous, des débats de ce genre? Oui, mais il faut faire des débats parce que la société d'aujourd'hui ne veut pas que le proche aidant débatte sur la place publique. Alors, je me dis que cette émission-là va possiblement servir d'un beau tremplin pour faire place au débat, pour que les gens qui écoutent l'émission puissent comprendre autant ce que la personne vulnérable ou l'aîné vit, autant ce que le proche aidant peut vivre aussi dans son quotidien. Alors oui, je veux que cette émission soit un débat. Je veux que la société puisse voir comment ça se passe. Parce que dans le fond, M. Coury, on ne se le cachera pas, on est désinformés aujourd'hui. Hein? On veut pas que les gens sachent vraiment ce qui se passe, autant dans les CHSLD que dans le réseau de la santé. Il y a des choses qui sont cachées et c'est malheureux. Et je veux que cette émission-là
mettre la vérité au grand jour. Je veux que ça soit un miroir. Je veux que la vérité s'illumine et qu'elle prenne place. Alors, c'est ce que je veux pour cette émission-là. Je veux vraiment aussi donner une voix aux sans-voix parce que c'est important, parce qu'on tend aujourd'hui, la société tend à vouloir nous ostraciser dans nos droits et on ne peut pas parler. On ne peut, et quand on parle, ben, on risque de subir des représailles et aussi on a peur pour notre parent. On a peur que cette personne-là vive des représailles. Alors, je voudrais juste de façon constructive et humanitaire, dans tout mon humanisme, démontrer au gouvernement et aux gens, et autant aussi aux gens du réseau de la santé, voyez ce qu'on vit. C'est ça qu'on vit au quotidien. C'est ça que notre parent vit au quotidien. Je veux pas, moi, qu'il y ait des représailles. Je veux parler. Je veux parler en toute liberté et je veux que cette émission-là donne une voix aux sans-voix. Alors, c'est tout. Avez-vous déjà pensé, je vois, c'est exceptionnel ce que vous venez de nous dire. On va aller en plus de l'avant. Avez-vous pensé d'ajouter dans le cadre de votre plan d'action, d'inviter des aidants naturels, même des personnes handicapées, pour qu'ils puissent s'exprimer leur vécu quotidien? Oui, et c'est ce qu'il faut, M. Coury. Il faut inviter les proches aidants. Il faut inviter aussi les personnes en situation de handicap et les personnes vulnérables à s'exprimer. Dans le fond, notre émission, là, c'est comme une place publique où les gens vont avoir le droit de s'exprimer. C'est-tu pas beau, ça? Le droit de s'exprimer, c'est ce qui est fondamental dans notre société. Quand on s'exprime, on pousse notre premier souffle. Hein? On donne une petite tape sur les fesses au petit bébé, dans le fond, pour qu'il puisse dire, émettre son premier cri. Alors, pourquoi pas? Pourquoi que tout au long de notre vie, on ne peut plus émettre ce cri-là? Moi, je trouve que c'est important et il faut que Télé Handicap soit porteur des cris du cœur des gens qui vivent en situation de handicap. Il faut que Télé Handicap soit porteur des cris du cœur des proches aidants et des personnes vulnérables. Alors voilà. Pour terminer, après ce beau message, ces messages, je dirais, êtes-vous prête pour votre première émission dans Téléhandicap? Moi, je suis toujours prête. Je suis toujours prête parce que je me dis que si je peux aider mon prochain et si je peux aider un proche aidant ou une proche aidante à s'exprimer, si je peux aider une personne vulnérable à s'exprimer, si je peux tendre la main à mon prochain qui vit la même situation que ma mère a vécue et que j'ai vécue pendant 14 ans, ben écoutez, moi, je vais m'en ressortir gagnante. Et le but de mon émission va avoir été atteint. Donner une voix aux sans-voix. C'est ça le but de l'émission, des gens comme les autres. Madame Gagnon, je vous remercie infiniment de ce bon démarrage, un premier message que vous venez de lancer à la population. Merci beaucoup. On se reverra tout à l'heure, peut-être lors d'un message collectif ensemble à la finale. Merci beaucoup, Madame Gagnon. Merci, M. Coury. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je passerai à notre deuxième animatrice qui va nous parler d'un sujet important, d'un sujet qui va nous donner le goût à danser, à chanter et surtout à vivre culturellement ce qui vit une personne handicapée. C'est Ariane Bouchardy-Gauthier, une personne vivant avec un handicap qui est la paralysie cérébrale. C'est une personne universitaire sans relâche qui a le sens à l'écriture et surtout à voir les choses d'un œil positif. Auteur et poète. On va demander aujourd'hui à Madame Gauthier-Bouchardy, ou Bouchardy-Gauthier, je dirais, de nous expliquer un petit peu le démarrage de sa vie quand elle a commencé à vivre le sens de la paralysie cérébrale avec son jeune âge. Bonjour Madame Bouchardy-Gauthier, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Coury. Merci pour la belle présentation. Je vais très bien. Merci. Mais c'est un grand plaisir de partager ce moment avec vous pour la première émission de Téléhandicap.
et surtout votre émission, en parlant de votre émission Musique, art et handicap. Que demandons plus que ces trois mots, musique, art et handicap, pour conjuguer ces trois, donner la belle vie? Parlez-vous un petit peu de votre développement quand vous avez appris que vous avez la paralysie cérébrale. Oui, ben Quelle était votre réaction et votre cheminement? En fait, ma paralysie cérébrale s'est développée suite à une naissance. J'étais une grande prématurée. C'était dans les années 80. À la base, quand je suis née, on a dit à mes parents que je ne marcherais jamais, que peut-être que je ne parlerais jamais non plus. Le diagnostic de paralysie cérébrale est venu peu après la naissance. J'ai été, je crois, plusieurs mois en incubateur. Donc, j'ai vécu toute ma vie avec cette condition-là. Mais je ne sais pas si vous pouvez corroborer ça, M. Khoury, mais dans les années 80, la sensibilisation, la connaissance n'était pas toujours partagée à la famille. Donc, je crois que les familles faisaient un peu, si elles avaient la chance d'avoir certaines informations, d'être guidées par les médecins, c'était super, mais sinon, elles faisaient un peu comme elles pouvaient, avec les moyens du bord, entre guillemets, comme on dit. Donc, moi, c'est une condition dont je n'avais pas tellement de connaissances sur ce que ma condition impliquait. Et il a fallu que je fasse un premier épuisement professionnel alors que j'étais au cégep à l'âge de 19 ans pour que mon médecin, ma physiatre, me dise, mais oui, c'est normal, tout ce que tu fais dans une journée te demande 2 à 3 fois l'énergie d'une personne normale. Donc, tu te lèves, tu prends ta douche, tu t'habilles, c'est l'équivalent d'une journée complète de travail pour quelqu'un qui n'a pas ton handicap. Donc, ça, je l'ai appris suite à un premier burn-out à 19 ans. Et c'est seulement suite à un second burn-out à l'âge de 29 ans que là, j'ai vraiment commencé à me renseigner sur les impacts de la condition sur ma vie et à prendre des mesures pour justement être capable de naviguer un peu mieux tout ça. Donc, oui, voilà, c'est... Et vous ne lésinez devant rien. Malgré tout, vous avez votre diplôme, vous continuez d'aller à l'université pour compléter vos travaux et aller de l'avant pour continuer à vivre ce que vous êtes en mesure de vivre, surtout quand on lit les quelques paragraphes de votre dernier livre de poésie. Mais c'est attirant, ce sont des paroles qui sortent du cœur, mais qui sont pleines de sens. Est-ce que vous avez l'intention de continuer à s'accomplir avec vos études universitaires? Oui, certainement. Je suis en train de faire un certificat en création littéraire. Plus tôt, quand il y a peut-être une quinzaine d'années, j'avais fait des études en anthropologie. Donc, c'est deux thèmes qui me rejoignent beaucoup, tout ce qui est société et art. Oui, pour moi, la poésie est en fait une façon de rejoindre, en fait, de parler de l'être humain et de son ressenti. Des différents types de personnes qu'on peut retrouver sur le parcours artistique, sur le parcours de la vie. Et j'ai bien hâte justement de rencontrer ces êtres humains qui font de l'art et de parler de leur parcours avec eux lors de mon émission. C'est exceptionnel. Donc maintenant, vous allez diriger l'émission Musique, Art et Handicap avec Maître Rémy et notre ami Rémy, je dirais. Maintenant, avez-vous l'intention de créer une ambiance festive dans vos émissions? Demandez par exemple si vous invitez un artiste à nous chanter ou à jouer du piano ou à créer une ambiance. Êtes-vous en mesure de donner cette possibilité à un artiste de s'épanouir devant le public et confirmer qu'une personne handicapée est capable de faire la même chose qu'une personne valide? Certainement. En fait, c'est un privilège, comme l'a dit ma collègue Chantal tout à l'heure, c'est vraiment un privilège que je ressens à l'idée de pouvoir co-animer cette émission avec mon collègue Rémy. Entre autres, parce que justement, je pense que c'est important de démystifier un peu ce que c'est que de côtoyer dans un milieu, étant donné que moi, ça va être au niveau de l'art, de côtoyer un collègue ou une collègue qui vit un handicap. Et plutôt que de voir certaines conditions comme des obstacles, de trouver de nouvelles façons de naviguer cette scène, si on veut. Il y a des apports incroyables qui peuvent être apportés par les personnes avec handicap et ça peut enrichir beaucoup les communautés où on se trouve.
Et lors de l'émission, oui, j'ai bien espoir de pouvoir faire chanter, danser, déclamer mes invités. Certains qui auront des handicaps, certains peut-être non, mais qui sont connus sur la scène québécoise et internationale. Et donc, de parler aussi de leur expérience du milieu des arts. Donc, je crois que ça va être intéressant aussi de ce côté-là. Et on a beaucoup de richesses, que ce soit au Québec ou ailleurs. Je crois que les personnes en situation de handicap ont énormément à apporter, ne serait-ce que par la sensibilité que leur donne leur vécu. Cette sensibilité-là, on parle souvent des artistes comme étant des êtres sensibles, mais il y a une expérience, un vécu lorsqu'on a parcouru certains obstacles, parcouru des réalités qui ne sont peut-être pas la norme de la société, qui permettent d'apporter un œil nouveau, un regard nouveau sur la vie, sur l'art et sur les gens. Donc oui, ça va être très festif et comme vous voyez, j'aime bien parler, donc j'espère que mes invités vont se sentir à l'aise de parler de leur vie, de s'ouvrir en fait de façon généreuse et naturelle lors de mon émission, donc c'est à ne pas manquer. Madame Bouchardet-Gauthier, cette fluidité verbale qui court comme un ruisseau m'impressionne, je ne vous le cache pas. Il n'y a pas de limite pour les personnes handicapées. Maintenant, plusieurs personnes handicapées ont le savoir et la capacité de produire des chefs-d'œuvre. Pensez-vous être en mesure de créer un mouvement pour des personnes handicapées, de se regrouper pour s'épanouir, pour se dépasser, se réaliser dans différents projets et nous demander de participer à ces projets pour les aider? Oui, c'est une idée qui germe déjà dans mon esprit. Et en fait, c'est un cadeau que j'aimerais faire à la société en général parce que c'est ça, c'est parfois des voix qu'on a tendance à ne pas entendre, surtout par exemple sur le milieu au niveau de la télé et même du monde du théâtre. Il n'y a pas énormément de personnes avec handicap. Tranquillement, on en voit quelques-uns. Mais oui, moi, je pense que quand on s'unit, on est plus fort, comme on dit. Et je crois que le mouvement et le son des trompettes que peuvent faire les artistes en situation de handicap quand ils se réunissent, oui, j'espère que je vais pouvoir aider à bâtir justement un mouvement de ce côté-là. Donc, oui. Madame, je vous remercie infiniment pour ce message intéressant, vivant et inspirant que vous venez de donner aux personnes handicapées. Nous serons là pour un meilleur lendemain ensemble. Merci beaucoup, et j'espère vous revoir tout à l'heure à la fin de l'émission pour bavarder ensemble. Merci beaucoup, Madame Bouchardet-Gauthier. Merci, Monsieur Coury. Mesdames et messieurs, on va passer à une autre étape, à une étape internationale qui relève de notre engagement, savoir ce qui se passe ailleurs. Je vous confirme aussi que nous aurons différentes émissions qui vont nous parvenir de différents pays et ces gens sont très intéressés à collaborer avec nous pour l'avancement de la cause de tout handicap confondu. Ceci dit, nous commençons avec une première personne et j'ai nommé professeur Eli Zouki, qui vient du Liban, qui est professeur des universités et une personne, un globe-trotteur à travers le monde pour les causes humanitaires et surtout pour sa propre cause qui relève de sa fille Théa Maria. Donc, Théa est une personne handicapée qui a vécu, qui est née avec le handicap et son père s'est donné cœur et âme pour aller de l'avant avec sa fille et pour avancer la cause des personnes handicapées. Il nous parle du Liban aujourd'hui et il va nous expliquer qu'est-ce qui se passe avec la situation. Il va co-animer l'émission Nos Finances et une émission internationale pour aller chercher des gens intéressés, des gens convaincus, des gens impliqués dans le handicap pour avancer la cause partout là où ils se trouvent et là où on se trouve tous ensemble. Professeur Zouki, je vous salue. Comment allez-vous? Bonsoir chez nous, tout est bien et merci pour cette introduction. Quelle température fait-il chez vous aujourd'hui? Il fait presque froid, oui. Oui, c'est bien ça. Ouais. Donc, mais pas comme le Canada.
Vous êtes économiste et vous connaissez très bien ce qui se passe dans le monde des économies à l'heure actuelle, pas seulement chez vous, partout dans le monde. Tout à fait. Et les personnes handicapées vivent leur propre situation économique souffrante et qui est cette situation handicapée en même temps. Voulez-vous nous parler un petit peu de vos projets que vous avez l'intention de présenter dans votre émission? Merci encore une fois. Je veux juste vous parler de deux émissions, les émissions pour non-finance avec notre collègue Daniel. Exact. Et l'émission L'International. Je veux commencer juste avec l'émission internationale. L'émission internationale va viser des personnes partout dans le monde à travers nos relations mondiales et à travers d'autres émissions et d'autres bénévoles dans ce domaine. Car ce domaine est très sacré et on a un devoir sacré envers les personnes en besoins spéciaux. Pour moi, je veux juste commencer avec ce qu'on a fait. On a commencé au Liban et on a passé cette initiative à l'international. C'est notre OBNL qui s'appelle Grace, l'entrepreneuriat social. Ça a commencé pour assurer la prise en charge des besoins spéciaux, des personnes en besoins spéciaux. Et au niveau des coûts, des thérapies, au niveau du transport, au niveau, à tous les niveaux, disons à tous les niveaux, médical, etc. Ma fille, elle a 19 ans ce jour et le suivi médical n'a pas été à la hauteur de nos ambitions. Donc, désolé de dire que depuis, ça fait 10 ans, le suivi médical ou les docteurs ici m'ont dit que l'espérance de vie pour votre fille va être 12 ans à 13 ans. Donc, ça a déclenché une envie, un challenge, de dire non, d'aller ailleurs, d'aller à l'international, de faire des suivis vraiment très proches des centres génétiques et centres médicaux. Donc, Théa, elle a 19 ans, elle va très bien, elle a très bien avancé à travers les thérapies. Donc, c'est la question qui se rapporte avec notre émission finance, non-finance. Donc, oui, le financement, il est énorme. Le suivi, il faut le suivre, avoir un suivi avec tolérance, avec résilience, concernant la famille et la société, etc. Économiquement parlant aussi, pour mondialement ce qui se passe, sûrement les personnes handicap vont être touchées. On va, premièrement, car excusez le mot, excuse-moi pour le mot, c'est la vulnérabilité des relations entre personnes handicap et les États, les services publics partout dans le monde. Oui. Pour le moment, comme vous avez dit, il y a plusieurs dossiers qui mijotent partout dans des ministères partout. Mais notre rôle, tout à fait, pour les émissions internationales, c'est pour promouvoir, pour encourager, pour avoir des hôtes qui vont prendre ce fardeau, entre guillemets, et à des hauts niveaux, et d'avoir des, comment dirais-je, on dit en anglais, des whistleblowers, c'est-à-dire, il faut dire, il faut dire ou prononcer ou comme Madame Ariane a dit ou Madame Chantal, il faut le sensibiliser car les émissions de télévision spécialement conçues pour les personnes handicapées peuvent être particulièrement efficaces pour répondre aux besoins et aux intérêts spécifiques.
Si vous permettez, avez-vous l'intention, à titre de spécialiste en la matière, de présenter à Téléhandicap dans vos émissions un cadre d'un projet qui va aider la situation financière des personnes handicapées, que ce soit au niveau du logement, au niveau des écoles? Tout à fait, oui, 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 oui. Allez-y. Exactement. Pour l'émission Nos Finances, avec mon collègue Daniel, on va juste cibler les, les défis financiers d'une OBNL et les défis financiers concernant les personnes. Oui. Des personnes paralysie cérébrale, autres handicaps. Concernant, voici quelques exemples, les coûts médicaux élevés, les difficultés à trouver un emploi, les difficultés à travailler à temps plein, besoins en logement adapté. Les besoins en logement adapté, ça va être une émission très, très intéressante. Les frais de transport pour les handicaps, les difficultés à obtenir des prêts pour continuer. Et donc, et aussi, il ne faut pas juste élaborer ou cibler les problèmes. Pour sûr, on a des solutions. Comment surmonter les défis financiers des personnes atteintes d'un handicap. OK? C'est-à-dire de trouver des ressources financières, d'établir un budget, de rechercher des options de travail flexibles, établir des relations avec les employeurs, chercher des aides financières supplémentaires. Exact. Réduire les coûts. Il y a plusieurs solutions pour surmonter le défi financier. C'est très important, ces éléments. Vous savez, dernièrement, il y a quelques années, on a été en France, on a donné des concerts à l'UNESCO et on a eu le privilège de signer pour la première fois la déclaration relative aux droits et la dignité des personnes atteintes de paralysie cérébrale. Le droit et la dignité dans les pays industrialisés, ça relève de la situation financière. Ce sont des personnes qui ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle on demande à des personnes comme vous, et tout à l'heure, on va parler avec M. Pilote, qui connaît très bien la situation chez nous au Québec. C'est un problème majeur et crucial à la fois d'assurer cette dignité au niveau financier, parce que c'est vrai ce que vous avez dit, ils vivent une vulnérabilité et surtout une pauvreté, pas seulement eux, mais les parents aussi. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous remercier chaleureusement. Et tout à l'heure, on aura une petite conversation à la fin de notre émission pour bavarder ensemble. Merci beaucoup, professeur Zouki. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Merci. Et maintenant, je vais aller parler avec le co-animateur de l'émission Nos Finances. Et j'ai nommé une personne qui a fait beaucoup de choses au Québec et qui a aidé les personnes handicapées de toutes sortes handicaps. Et j'ai nommé M. Daniel Pilote. M. Pilote, je vous salue. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Hey, vraiment très honoré de cette émission. Vraiment, félicitations. Merci. Ben, je vous remercie. Écoutez, M. Pilote, oui. Vous n'êtes pas sans le savoir, que vous êtes une personne très connue à titre de défenseur acharné de ce qu'on appelle l'inclusion. Oui. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu, avant de parler de l'inclusion, que vous nous parliez un petit peu de votre situation d'handicap. C'est sûr, il n'est pas venu à la naissance. Est-ce que ça serait possible de nous définir ça en quelques phrases? Absolument. Moi, mon type de maladie, c'est la dystrophie musculaire Becker. Et justement, je suis le seul dans la famille qui a eu cette maladie-là, la Becker. Donc, ceci veut dire que c'est une paralysie du système musculaire. Donc, autrement dit, on devient paralysé complètement. Et en ce moment, je dépends d'une machine pour me ventiler, justement. Et puis, mais quand même, avec tout ça, je réussis, et grâce au virtuel, de pouvoir vraiment enfin
d'être très inclusif parce que, comme vous voyez, tout le monde, on est tout assis. Hein? On est tout assis et je peux faire des travaux énormes et surtout depuis le début de la pandémie, hein, depuis 2020. Donc, 3 ans d'émission justement pour la défense des droits pour les personnes en situation de handicap. Vous savez très bien, Monsieur Pilote, que la vulnérabilité des personnes handicapées touche beaucoup de monde. Oui. Et cette situation relève d'un manque quelconque de quelque part. Vous êtes bien conscient de la situation, ce qui se passe chez nous au Québec, et vous avez regardé toutes sortes de définitions, des sujets, des rencontres avec différentes personnes. Quelle est la conclusion obtenue avec toutes ces rencontres que vous aviez eues avec ces personnes? Premièrement, il y a beaucoup de choses hein, qu'on a eu à discuter. Si on parle de l'émission Nos finances, donc, si je parle de nos finances, justement, avec M. El-Khoury, c'est que, Zouki, excusez, donc, si on parle un peu des sujets qu'on va passer, hein, la dépendance des dons, hein, parce que c'est important, si on parle des organismes, on a besoin de financement pour pouvoir justement prévaloir les droits. Hein, c'est important. Ensuite, il y a la gestion des budgets. Hein, la gestion des budgets, très, très important. De comment les associations les dépensent et aussi le coût élevé. La concurrence hein, pour les subventions, c'est une chose, moi je dirais, des fois ça peut être un empêchement parce que certains ne veulent pas trop parler parce qu'ils ont une subvention peut-être plus élevée qu'un autre organisme, exemple. Donc, il y a beaucoup de choses vraiment qui se passent dans le système et l'évolution des besoins. Ensuite, aussi important, la gestion des ressources humaines, la transparence financière. Hein, c'est important qu'un organisme soit d'une transparence irréprochable. Donc, c'est ça qu'on va parler un peu dans notre émission. Nos finances, important, c'est important. Comme je répète à tout le monde, notre réseau de la santé, nous ici au Québec, ça appartient pas à eux, mais à nous. C'est ça la différence. Et dans ce sujet des finances, comme on a dit, on a toujours dit, c'est le nerf de la guerre pour les personnes handicapées. Oui. Nous avons constaté beaucoup de problèmes à travers le Québec, et je dirais même, je suis sûr, à travers le monde. Oui, exact. Un problème majeur. Et ce problème a engendré d'autres problèmes au niveau des parents. Qu'actuellement, vous savez très bien, l'Association de paralysie cérébrale du Québec s'est engagée dans un processus pour demander au gouvernement de voter un projet de loi pour transférer de l'aide financière aux parents qui ont quitté leur travail pour vivre à côté de leurs enfants. Oui. Et moi, j'ai toujours nommé ces parents et ce sont surtout les mamans qui sont majoritaires dans ce domaine. Ce sont le soleil pour nos étoiles. Donc, ces soleils-là, c'est sûr, nous aurons besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements et d'engagement pour sensibiliser les autorités à faire ce geste pour transférer de l'argent comme ils transfèrent partout. Je pense que vous serez partant dans ce genre de projet pour assurer cette pérennité pour les parents. C'est très, très important. Surtout ça, qu'est-ce que vous venez de dire, parce qu'habituellement, les proches aidants, qu'est-ce que Chantal disait tantôt, les proches aidants, habituellement, parce que nos parents, habituellement, sont à peu près une moyenne de 20 ans plus élevée que nous, donc un âge avancé un petit peu plus élevé. Alors, c'est sûr et certain que quand on arrive, nous, à notre retraite de travail, habituellement dans la cinquantaine, et là, arrive un problème avec son parent qui tombe du jour au lendemain avec un trouble, soit cognitif, physique,
Hein? Donc, alors, là, on se retrouve devant le dire, est-ce que je continue mon travail? Est-ce que j'arrête mon travail? Hey, imaginez-vous, M. Coury, si, qu'est-ce qui se passe? Donc, ou sinon, vous gardez les deux. Hey, imaginez-vous, quand vous gardez votre emploi, plus de vous occuper de votre parent, hey, ou votre proche. Alors, écoutez, c'est vraiment une difficulté énorme. Puis des fois, qu'est-ce qui arrive dans une famille? Il y a toujours une personne qui a une bienveillance plus élevée. Et c'est ça qui fait que, justement, c'est ça la difficulté. C'est que là, après ça, il y a des pertes financières, ainsi de suite, et aussi s'occuper de son parent. Et je voudrais terminer avec une dernière question très importante. Oui. Vous avez participé dernièrement à une commission parlementaire, commission citoyenne, sur la fin de vie des personnes handicapées. Pourriez-vous nous résumer votre prestation et qu'est-ce que vous avez ressenti à travers l'entourage qui était autour de vous? Écoutez, j'ai eu des éloges de toute la commission parlementaire, des éloges pour me dire la manière que je peux peut-être m'exprimer là-dedans, hein, parce que moi, je suis pro-choix. Donc, je m'explique. J'ai expliqué à la commission, justement, que oui, il y a des gens qui souffrent terriblement, OK, et aussi l'anticipation de quand qui serait le moment peut-être propice pour justement décider à utiliser l'aide médicale à mourir. Donc, qu'est-ce que j'ai mentionné? C'est bien simple, c'est que la personne, jusqu'à temps qu'elle soit peut-être en position fétale et qu'il n'y ait plus de communication, ça serait peut-être le moment peut-être pour la personne d'anticiper ce moment-là, parce que quand il n'y a plus de communication, même, je vous dirais, avec l'équipe des préposés, c'est très difficile. Ensuite, aussi, moi, j'ai exprimé mon vœu à moi, que moi, c'est la sédation que je veux. OK? Je veux vivre jusqu'au maximum. Je veux vivre au maximum que la vie me permet. Donc, c'est comme ça que moi, je le vois. Mais je respecte énormément ceux qui ont une maladie, peut-être comme la mienne, et que justement, la loi, c'est pour modifier le fait que ceux qui ont des maladies neuromoteurs ou qui est peut-être souffrant puissent choisir l'aide médicale à mourir. Mais avant tout, c'est l'aide médicale à vivre qu'on veut. Monsieur Pilote, oui. Je vous remercie infiniment ça fait plaisir. De cette rencontre exclusive pour moi et de s'approcher encore un petit peu plus vers vous pour un meilleur lendemain pour nous tous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bien, ceci nous ramène maintenant aussi dans un autre sujet, un sujet qui concerne tout le monde. Vous savez, vivre au quotidien, c'est la réalité des personnes vivant avec un handicap partout et toutes sortes d'handicaps. Et pour présenter cette émission, on a réussi à trouver deux co-animatrices exceptionnelles, des personnes talentueuses, des personnes qui sont capables d'agir ce qui se passe sur le terrain rapidement et de nous expliquer avec une fluidité absolue la réalité de ce besoin quotidien. Ceci dit, il me fait grand plaisir de vous présenter en premier Dr Céline Mereb, qui vient aussi, elle est professeure des universités et elle va nous parler, elle est docteure en sciences politiques et en sociologie, elle est professeure des universités. Elle va nous parler d'un sujet qui nous concerne tous. Ce sujet représente la vie quotidienne d'une personne handicapée. Docteur Mereb, je vous salue. Bonsoir, bonjour. Bonjour et bonsoir chez vous. Comment allez-vous? Ça va très bien?
Ça va très bien. Je vous remercie de cette opportunité de nous donner la parole. Et je voulais commencer comme ça par une expression anglaise que je vais traduire en français et, et reliée à l'action que nous sommes en train de créer aujourd'hui. Et donc l'expression, c'est to walk the talk. Et couramment en anglais, ça veut dire de mettre en... Écoutez, on veut commencer à vous connaître. Vous êtes loin de chez nous et même le public au Québec et dans le monde aimerait aussi vous connaître. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous donner un petit résumé d'une petite biographie synthèse de votre carrière? Aucun souci, bien sûr. Alors, je suis prof d'université, comme vous l'avez déjà dit, en sciences sociales et sciences politiques. Et je donne des cours dans 3 universités au Liban et j'ai un nombre d'étudiants qui est assez élevé et des classes qui sont hybrides et plurielles, on va dire. Et à partir de là, je suis également dans la recherche en matière de sciences sociales surtout. Et je suis engagée également au niveau sociétal, au niveau des droits de l'homme. Et je crois que ce jeu complexe qui se construit entre la politique, la société et les droits de l'homme, que ce soit au Liban ou ailleurs, nous donne cette possibilité vraiment d'agir en faveur de l'autre, d'agir en faveur de cette altérité qui, en fin de compte, nous rassemble tous. Oui, ceci dit, c'est sûr, moi, je voudrais jouer beaucoup plus avec vous sur le thème sociologique, ce qui relève de la vie quotidienne. On sait très bien que la sociologie, c'est la vie de tous les jours. Elle est loin de la science, elle est loin des exercices, c'est le quotidien. Et surtout, le quotidien d'une personne handicapée est extrêmement important. Est-ce que cette situation sociologique et votre fréquentation quotidienne, dont je suis un petit peu au courant, avec des personnes handicapées qui veulent se dépasser pour se réaliser, ça vous a donné une leçon de vie pour continuer là-dedans. Quelle était votre impression à date? Quelle est votre impression à date? Sûrement. Je vais vous donner quelques-unes de mes expériences, que ce soit au sein de mes classes ou au sein de mes recherches ou de nos sorties également avec les étudiants, parce qu'on est amené à rencontrer des gens qui ont des besoins spécifiques. Et donc, du coup, il faut savoir créer une sorte d'environnement inclusif. Et donc, du coup, ce n'est pas facile pour les profs parce qu'on n'est pas habitué à ça, on n'est pas non plus préparé à cela à travers nos études. Et donc, du coup, on est appelé à gérer cette pluralité à travers notre expérience. Je vais passer directement à notre deuxième co-animatrice de l'émission Vivre au quotidien. Et c'est une personne qui vit un handicap visuel et ce handicap ne l'a pas laissé passer à côté. Elle a créé des projets majeurs. Elle a une détermination sans faille. Elle dégage tout ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle pour les autres, pour aider les autres et les accompagner. Sur ce, il me fait grand plaisir de vous présenter Madame qui est venue de loin pour participer avec nous et j'ai nommé Sergeline Isidore. Bonjour Madame Isidore. Bonjour, vous m'entendez bien? Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Me fait grand plaisir de partager l'écran avec vous aujourd'hui. Vous avez un handicap visuel, vous avez réussi une vie exceptionnelle depuis longtemps. Vous avez créé un OBNL pour accompagner les enfants vivant un handicap visuel
depuis leur jeune âge jusqu'à l'université. Au départ, je vous demande de nous parler un petit peu de votre vie à vous, de votre expérience, de vos accomplissements et en retourne aussi après à vos activités ou votre engagement. Je vous écoute. Donc, premièrement, merci beaucoup, M. Khoury, pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir briller et de pouvoir s'épanouir malgré nos situations différentes. Et bonjour bonjour à tous. Donc, voilà, moi, c'est Sergeline Isidore et j'ai ce qu'on appelle une atrophie des nerfs optiques bilatérale. Donc, c'est une malformation, si on peut dire, du système nerveux qui affecte des endroits particuliers. Dans mon cas, c'est l'audition et la vision. La vision beaucoup plus que l'audition. C'est une condition avec laquelle je suis née, qui est quand même assez stable. Donc, c'est vraiment une condition avec laquelle j'ai appris à vivre, j'ai appris à embrasser les défis, j'ai appris à trouver les façons de contourner ces défis-là. Et je pense que ça m'a donné vraiment cette passion de me battre, d'être active dans tout ce qui est de la défense des droits des personnes en situation de handicap. Je dois aussi mentionner bon, que étant congénital, moi, j'ai mon père qui avait cette même condition-là, donc j'ai vécu aussi, bon, je suis une personne en situation de handicap qui était en même temps proche aidante parce que mon père, lui, il avait une cécité totale et lui aussi très active m'a transmis cette piqûre de toujours rester déterminé en activité malgré les obstacles. C'est très bien, cette explication, elle est claire, nette et précise. Maintenant, votre engagement dans la vie sociétale, est-ce que c'est un engagement à cause de votre handicap ou c'est quelqu'un qui vous a poussé d'aller de l'avant? Et surtout après, je voudrais savoir votre point de vue sociologique parce que je suis impressionné de vos réalisations. Mm-hmm. Donc, je pourrais dire que mon histoire familiale, surtout du côté paternel, se tient beaucoup dans le domaine de l'éducation. Donc, le milieu de l'éducation, c'est un milieu, ça fait partie de nos gènes dans ma famille. Mon père s'est beaucoup impliqué dans les commissions scolaires quand on était jeune, dans les comités de parents, etc. Il était lui-même activiste. Moi, je dis c'est un activiste dans l'ombre. Donc, ça nous a vraiment transmis cette piqûre, en tout cas moi, la piqûre d'œuvrer dans le domaine de l'éducation. Donc, ma première formation professionnelle après le secondaire, c'était la technique en éducation spécialisée et ça a été ma carrière principale pendant 12 ans. J'ai travaillé avec des enfants en situation de handicap, en situation de difficulté d'intégration et d'adaptation en milieu scolaire. Pendant 12 ans, au primaire, au secondaire, j'ai travaillé à Montréal, j'ai travaillé à Toronto. Donc, j'ai quand même côtoyé beaucoup de systèmes scolaires et cette piqûre a grandi, les effets de ce venin, si je peux dire ça ici, ont grandi avec le temps. Ça m'a amené à vouloir vraiment œuvrer cette fois-ci au niveau post-secondaire. Donc, j'ai complété à la suite, je suis retournée aux études, j'ai complété un bac en sociologie et maintenant je fais une maîtrise en éducation, le volet formation spécialisée et en même temps je fais une concentration à la maîtrise en communication qui s'appelle handicap et surditude pour vraiment me concentrer cette fois-ci sur les étudiants au post-secondaire en situation de handicap que je suis moi-même. C'est sûr, vous avez certainement l'intention avec Dr. Mereb d'avancer surtout dans des sujets de tous les jours, dans la réalité quotidienne. C'est pour ça votre sujet, le nom de votre émission, c'est vivre au quotidien. Est-ce que pour créer des événements, vous savez très bien, nous allons tout faire. Et notre objectif dans nos émissions, de faire avancer la cause et surtout la situation quotidienne des personnes vivant avec un handicap. C'est un des objectifs. Et j'espère, vous pensez même inviter des personnes handicapées pour qu'ils puissent nous parler de leur situation. Et on aura peut-être l'occasion de participer tous et de sensibiliser les autorités et la population pour dire aux voisins de regarder différemment son voisin qui est handicapé. Et c'est ça c'est un des points les plus importants qu'on doit agir et qu'on doit regarder tous ensemble.
Est-ce que vous aurez l'intention d'inviter des personnes handicapées ou de voir ce qui se passe dans leur niveau, que ce soit universitaire, social, éducatif, familial? Quels sont vos projets dans vos prochaines émissions? Au sein de cette émission-là, l'idée, c'est toujours de donner une voix. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment de toucher à différents sujets de la vie quotidienne, vivre au quotidien, et de les approcher de l'angle de la personne en situation de handicap. Donc, on vit dans une société où ce que les personnes handicapées sont marginalisées la plupart du temps, ostracisées, ils sont invisibilisés et on ne leur donne pas accès à certains milieux. Donc, nous autres, on veut, dans cette émission-là, on veut vraiment les amener à parler. Eux autres, comment ils vivent, les personnes handicapées, comment elles vivent cette réalité-là et quelle est leur opinion par rapport à ces réalités-là. Donc, et il n'y a pas juste les réalités qu'elles vivent, il y a les enjeux sociaux en général. Les personnes en situation de handicap ont leur opinion, mais leur opinion est très peu entendue parce que souvent, elles sont obligées de parler au sein de leurs associations, au sein de leur conseil d'administration, etc. Et on ne les voit pas sur la scène publique trop. Donc, on veut vraiment les donner ce tremplin, cette plateforme de s'exprimer sur la scène publique, non seulement par rapport aux enjeux qui les concernent, mais aussi les enjeux en général, les phénomènes sociaux qui régissent les comportements, les idéologies dans notre société. Et justement, concernant l'OBNL que j'ai fondé, qui s'appelle Mon bras droit éduque, qui est, je vais amener quelques précisions, c'est pour accompagner les étudiants en situation de handicap au post-secondaire, donc au cégep et à l'université. C'est pour pouvoir donner une voix aux personnes en situation de handicap. On vit dans une société où ce que l'éducation est la base de toute chose. Ce qui donne le droit de parole, c'est la classe sociale et le niveau d'éducation. Donc, il y a tellement d'obstacles au post-secondaire, quand les personnes veulent justement avoir des études supérieures, qui est une des façons de fermer la bouche aux personnes en situation de handicap. Donc, c'est pour ça que cette OBNL-là veut fournir de l'aide et on veut voir des diplômés de premier cycle, de deuxième cycle, de troisième cycle et même des postes doctoraux afin qu'ils puissent vraiment siéger dans des postes décisionnels de nos sociétés, dans la politique, les cadres de grandes compagnies, afin qu'on puisse avoir une voix, parce qu'on a beau parler, si on n'est pas assis sur les bons sièges, notre parole ne va pas monter très haut. Donc, ça, c'est le but de l'OBNL. Et le but de l'émission, c'est vraiment de pouvoir vivre au quotidien notre société, mais dans les yeux et dans la parole des personnes en situation de handicap. Je vous félicite, Madame Isidore, pour cette explication transparente et qui nous donne le goût de continuer avec vous. Merci beaucoup. Et à la prochaine émission. Merci. Écoutez, mesdames et messieurs, on s'approche de la fin, la belle fin. Et cette fin va vous montrer la capacité, pas seulement des personnes handicapées, des jeunesses aussi, des jeunes qui sont engagés dans ce monde, ce qu'on appelle que ce soit la maladie et surtout le handicap. Sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter une championne mondiale de course de 100 mètres et qui vit avec une paralysie cérébrale. Sylvie Sauvé, c'est une ex-championne, mais elle est toujours championne dans nos cœurs. Elle est peintre, elle est aussi animatrice et mentor, je dirais, sans dire coach ou entraîneuse, des personnes qui jouent avec le jeu de paralysie cérébrale. Et ce jeu, c'est la boccia. Et Sylvie vit avec la paralysie cérébrale, une paralytique cérébrale qui a gagné le 100 mètres mondial. C'est un privilège pour nous de donner l'émission Le Podium, rien que le podium parce qu'il est habitué au podium. Elle a touché le podium, de diriger cette émission et je suis sûr qu'elle va pouvoir nous donner des choses incroyables
durant les prochaines émissions. Madame Sauvé, je vous salue. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Le sourire permanent et la détermination surtout. On lâche devant rien. Madame Sauvé, je voudrais connaître un petit historique de votre vie antérieure et actuelle aussi. Et on va parler d'autre chose ensuite. On vous écoute. OK. Pour faire une petite histoire de ma naissance, je suis née avec la paralysie cérébrale à cause d'un problème de manque d'oxygène à la naissance qui a fait qu'ils ont découvert, ma mère se doutait qu'il y avait des petits retards, puis le diagnostic est arrivé à 9 mois. Vraiment, où ils ont dit à mes parents, bon, ben, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, là, mais c'est la paralysie cérébrale que j'ai eue. Fait que, je me suis développée quand même assez normalement. Je faisais comme mon frère, ma soeur, puis j'avais une bicyclette. Mes parents, ils me donnaient des choses pour me développer, mais ils ne me disaient pas, ils ne m'ont pas éduqué en disant que pour faire des grandes choses, tu sais, je n'ai pas d'avenir, tu ne pourras pas faire ci, tu n'as pas besoin d'aller à l'école, tout ça. Donc, ça m'a freiné dans mes choses. Mais par contre, j'ai rencontré dans ma vie des personnes extraordinaires qui m'ont dit carrément, Sylvie, arrête de jouer à l'handicap. À l'handicapé. Cette phrase-là m'a servi. Suite à ça, elle m'a dit, cette personne-là, Sylvie, c'est quoi t'as le goût de faire dans la vie? Je dis, OK, moi, j'ai le goût de courir. Je veux courir. Mais voyons donc, pourquoi je peux faire? On est allé à la Fédération d'athlétisme, ils m'ont trouvé un club. Oui, j'avais 18 ans, puis c'était pour les adolescents, mais je m'en foutais. Puis là, j'ai cogné à des portes, tout ça, puis on m'a dit non, ça n'existe pas, des compétitions pour des personnes qui ont la paralysie cérébrale. Puis j'ai continué à frapper jusqu'au jour où l'association de paralysie cérébrale en 80. Madame Sauvé, Oui. j'ai une très bonne question maintenant. On sait très bien que vous n'êtes pas seulement championne, mais vous êtes peintre aussi. Et je lance un message maintenant à Madame Ariane, parce que je pense qu'elle aura l'occasion de vous inviter à une de ces émissions pour nous montrer vos œuvres d'art au niveau de la peinture. Et surtout, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de votre engagement sportif qui n'a pas arrêté. Je ne vais pas parler des multitudes d'honneurs que vous avez reçus, les médailles. Ça sont des choses qui sont passées, mais je veux parler de la personne aujourd'hui qui nous concerne. On veut connaître Madame Sauvé telle qu'elle, ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'on continue à faire pour la population. Parlez-moi un petit peu de ce sport qui relève surtout des personnes handicapées ayant la paralysie cérébrale. Mais présentement, je suis entraîneur de l'équipe des juniors à la boccia, mais j'ai été entraîneur de l'équipe du Québec. La boccia, c'est un dérivé de la pétanque et du boulingrin. C'est fait pour les personnes qui ont la paralysie cérébrale. Tout ça, un peu la dystrophie musculaire, parce qu'ils ont à peu près les mêmes symptômes. Donc, je fais ça. Je suis beaucoup impliquée dans l'organisme SIVA
où je fais des cours de peinture. Je suis dans leur CA depuis 15 ans à peu près. Je fais aussi du bénévolat pour Intergo, où je fais, ils appellent ça le conseil expert. On va visiter des bâtiments de la ville de Montréal et on juge, on dit qu'est-ce qui est adapté, qu'est-ce qui n'est pas adapté, tout ça. Je fais beaucoup de choses. Tu me demandes du temps, puis c'est ça, je suis impliquée dans ma coopérative aussi. Pensez-vous, allez-y. Non, c'est tout. Pensez-vous que les autorités s'engagent vraiment pour aider les personnes sportives, les champions, pour s'accomplir, pour aller beaucoup plus loin, où ils ont toujours le même problème que les autres personnes handicapées, le problème financier? Mais maintenant, si je compare à quand j'étais athlète, moi, j'avais aucun sou du gouvernement. Maintenant, quand tu es au niveau élite, comme ils sont cardés, et ils sont payés les athlètes. International, ils ont un gros montant. Je peux dire c'est au-dessus de 28 000 par année si ça n'a pas changé. C'est tous ceux qui vont aux Olympiques. Par contre, moi, mon but, quand je fais avec les juniors, mon but est de montrer aux parents que faire du sport est aussi utile en valorisation qu'aller à l'école. C'est pas l'école est importante, là, mais faire du sport, c'est ton contrôle, tu as le contrôle. C'est toi qui diriges si tu veux pratiquer beaucoup ou pas pratiquer. Moi, j'ai appris beaucoup en faisant du sport. Oui, je comprends. Puis, Madame Sauvé, je vous remercie infiniment de tout ce que vous venez de nous raconter, de votre expérience, de votre engagement et surtout de votre résilience. Vous êtes l'exemple de la résilience et vous serez la bienvenue dans votre émission Le Podium parce que vous représentez pour les autres athlètes l'avenir pour qu'ils touchent eux aussi et elles au podium. Merci beaucoup pour votre présence. Et sans plus tarder, et pour terminer cette belle émission, vous savez, il y a aussi la jeunesse, parce que le handicap et surtout la paralysie cérébrale commence à la naissance. Donc, commence à la première minute après la naissance, même avant la naissance, que ce soit une lésion au niveau du cerveau, une ACV, ça c'est avant la naissance. Donc, on a pensé à une personnalité de chez nous, une personne qui est connue partout, qui fait un travail exceptionnel et qui génère beaucoup d'argent pour des associations dans ses projets phares, que ce soit chez nous, aux États-Unis et partout. C'est un homme de tête, c'est un artiste et c'est un ambassadeur de différentes associations et différentes causes. Sans plus tarder, il me fait plaisir de recevoir aujourd'hui un jeune qui a fait beaucoup de choses et qui va nous raconter beaucoup de choses sur sa vie personnelle, avant sa vie professionnelle et sa vie artistique. Et j'ai nommé Jean-Gilles Gadouri. Bonjour Jean-Gilles. Bonjour à tous, bonjour Joseph. Je me permets de te tutoyer parce que tu fais partie de notre jeunesse inspirante. Et c'est pour cela, tu es le bienvenu. Jean-Gilles co-animera, on attend d'ailleurs le co-animateur avec Sylvie et avec Jean-Gilles qui nous manque. D'ici la semaine prochaine, le tout sera réglé. En fait, Jean-Gilles animera
Jean-Gilles animera l'émission Attention, je marche. C'est qu'on va apprendre aussi aux jeunes de marcher dès leur jeune âge, même en tant que personne handicapée. Jean-Gilles, tout d'abord, j'aimerais bien savoir un petit peu une petite définition sur ta vie antérieure et l'implication de votre maman à votre côté. Moi, tout jeune, en fait, à l'âge de 9 ans, je suis tombé malade. J'ai été diagnostiqué d'une leucémie. Donc, j'ai été transporté à l'hôpital de Montréal pour enfants, puis j'ai été traité pendant plusieurs années, vu que j'ai eu une récidive un peu plus tard dans mes traitements. Donc, je suis resté près de 3 ans à l'hôpital en tout, isolé. Puis, j'ai reçu plusieurs traitements de chimiothérapie. Il y en a qui n'ont pas fonctionné. Il y a eu beaucoup de complications. J'ai reçu une greffe de moelle osseuse, une première greffe de moelle osseuse pour me sauver la vie. Puis, une fois, j'ai reçu une autre greffe de moelle osseuse après ma récidive pour me ressauver la vie encore une fois. J'ai reçu 2 fois une greffe de moelle osseuse. La première fois, c'était un don d'un cordon ombilical d'un petit bébé. Puis la deuxième fois, c'était par sang périphérique. C'était le don de quelqu'un, n'importe qui. En fait, ça peut être n'importe où dans le monde. C'est quelqu'un qui a fait un don, peut-être à Emma Québec ou quelque part d'autre, qui était compatible avec moi, qui a pu me sauver. Puis, tout au long de mes traitements à l'hôpital, tout au long de ce cheminement-là, ma mère était à mes côtés. Vraiment, tous les jours, elle était avec moi à l'hôpital. Elle dormait à l'hôpital, dans ma chambre. On était toujours ensemble, elle a toujours resté à mes côtés pour me soutenir. Donc, dans tout ce cheminement-là, en fait. Tu vas animer une émission qui porte son nom. Attention, je marche. C'est que l'objectif, on ne peut pas s'arrêter. On ne va pas rester assis comme une pierre. On va voler comme un oiseau. Mm-hmm. Et voler, ça veut dire produire. Ça veut dire donner de l'oxygène. Ça veut dire aider les autres. Je sais que tu as des projets majeurs et tu as réalisé des projets majeurs pour différentes causes. Mais on aimerait savoir que tout ce que tu as en tête comme idée, comme stratégie, de quelle manière tu aimerais mettre ça en évidence pour aider la jeunesse de chez nous qui vivent avec un handicap? C'est certain que ça va permettre de mettre beaucoup de l'avant, de sensibiliser les gens à partir de l'émission. C'est sûr qu'on va essayer d'aller chercher un public qui est moins sensibilisé à toute cette situation-là, qui peut être parfois un petit peu mise de côté, puis je trouve qu'il n'est pas assez mise de l'avant, qu'on n'en parle pas assez, puis que ce n'est pas assez normalisé non plus. Des fois, il y a des gens qui ont un petit peu des hésitations face à ce genre de sujet-là, puis que c'est quasiment des fois tabou même d'en parler. Donc, on va essayer d'un petit peu décortiquer ça et tout ensemble, de parler des expériences de tous les gens qui ont réussi à se relever grâce à tout le monde autour d'eux et par eux-mêmes, à dire, justement, le titre de l'émission, c'est « Attention, je marche ». Des gens qui se sont levés puis qui ont décidé de marcher puis d'aller vers l'avant à travers tout ça, puis à travers tout ce parcours-là qui n'est pas tout le temps super facile puis qui peut suivre toute une vie les gens atteints. Est-ce que ces projets-là, tu les suis de près, comme le projet Extra Life, tous ces projets tu les introduis partout et tu ramasses des fonds pour des organismes. Mais parlez-nous un petit peu de ce que se passe. C'est pour les jeunes seulement ou c'est pour les adultes? Pour qui? Comment ça se passe, ce projet? En fait, le projet que j'organise en ce moment, ça s'appelle Deuxième Vie. C'est pour offrir une deuxième vie aux jeunes malades. C'est en collaboration avec Opération Enfant Soleil. Puis, on organise pendant une fin de semaine en novembre pour la deuxième année cette année. En fait, il y a eu plusieurs événements en ligne durant la pandémie. C'était beaucoup plus adapté. Les gens faisaient l'événement de chez eux. Mais là, pour la deuxième année, cette année, on va avoir un événement en présentiel à Montréal où toute la fin de semaine, la plupart, beaucoup de personnalités populaires auprès des jeunes viennent se rassembler dans une salle à Montréal, puis ramasser des fonds avec leur communauté, les gens qui les suivent. Ça peut être en jouant à des jeux vidéo, il y a des gens qui font de la musique, il y a plusieurs façons de ramasser de l'argent pour tous ces gens-là. Puis, c'est vraiment pour la jeunesse. Nous on trouve que la jeunesse, c'est l'avenir, c'est l'espoir. S'il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas de futur. Donc, vraiment, en allant chercher le problème à la base où c'est les jeunes qui développent ces maladies-là, on peut essayer de contrer le problème. On ramasse le plus de fonds possible. Il y a beaucoup d'enfants soleil qui viennent faire des témoignages pour sensibiliser, pour montrer à quel point l'argent qui est ramassé, il sert. Il n'est pas utilisé. Des fois, on peut faire un don à une fondation puis pas trop savoir où ça va. Là, on essaye de décortiquer ça puis de dire comme, vous regardez, tous les dons qui ont été ramassés ont permis à cette personne-là d'avoir les équipements nécessaires
pour faire face à ces traitements, qui ont permis d'avoir les recherches nécessaires pour trouver la solution pour cette maladie-là. Donc, on essaie de montrer tout ce point de vue-là. Puis, cet événement-là est organisé par un beau comité organisateur, entre autres Marena, qui est en ce moment dans l'appel, qui co-animera avec moi Attention, je marche, qui est déjà dans l'appel en ce moment. Donc, c'est ça. Puis, oui, c'est ça. On essaie de faire un mélange, en même temps d'aller chercher le plus de monde possible avec tous les gens qui ont une si grande communauté au Québec, chez les jeunes, puis de montrer à quel point l'envers de la médaille, à quel point sur le plancher, comment que ça a de l'influence, tous les dons amassés, où est-ce que ça va et tout. Jean-Gilles, je suis très touché. Je te remercie infiniment pour cette performance inspirante. Je sais très bien que tu vas diriger cette émission comme un maître. Donc, je te remercie infiniment et à la prochaine émission, attention, je marche. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est avec émotion que j'exprime ma reconnaissance et mes remerciements à tous nos animateurs et animatrices et surtout à notre service technique qui nous donne la force de s'engager dans le futur pour nos frères et nos sœurs, pour qu'ils puissent profiter de leur potentialité, d'exercer leur talent et leur donner libre cours à la créativité. Sur ce, permettez-moi de nommer M. Daniel Pilote pour sa collaboration spéciale, M. Cédric Paré, directeur technique, Dr Babacar Diop, ingénieur et assistant technique, nos recherchistes, Mesdames Brigitte Lambert et Karine Baudin, nos concepteurs techniques et je nomme surtout M. Jean Guillet, les représentants de l'APCQ, l'Association de paralysie cérébrale du Québec, Madame Siam Ilmayati et M. Denis Surprenant. L'APCQ, à titre de producteur et la réalisation de votre humble serviteur. À cet effet, nous pourrons dire que cette société que nous cherchons à bâtir pour les personnes handicapées n'est plus une utopie, mais une réalité pour que le soleil se lève à l'horizon pour de meilleurs lendemains.